Je n'ai pas eu un parcours linéaire, j'ai toujours eu le goût de comprendre un petit peu tout ce qui compose le monde d'une entreprise. L'élément fondateur, ça a été ma première expérience en ESN. J'ai connu des expériences où ça peut être hyper frustrant. Vous avez mis 90% des moyens, vous arrivez vers ce moment où justement vous allez conclure le deal et finalement ça tombe à l'eau. Et là, c'est simple, c'est que souvent vous n'avez pas verrouillé des choses. Et moi j'adore m'appuyer sur la data, parce que la data c'est factuel. Les clients, ce qu'ils attendent de notre part, c'est qu'on soit capable d'accompagner leur direction des systèmes d'information pour leur fournir des services IT et digitaux qui vont leur permettre de faire croître leur business premier. En quelque sorte, je ne suis pas responsable des performances individuelles des équipes. Par contre, je suis totalement responsable des règles du jeu qui ont été définies. Laissons les équipes faire. Laissons-les être responsables en fait. Bonjour à tous, je suis Audrey Berthaud, je suis ravie de vous retrouver dans Sans filtre, le podcast où les dirigeants s'expriment sans langue de bois sur leur parcours, leurs décisions clés et leur réussite bien évidemment. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Thievenas, directeur Agap2 IT France. Bonjour Alexandre. Bonjour Audrey. Agap2 IT est un acteur européen du conseil spécialisé dans les métiers de l'IT et du digital. Agap2 IT conseille et accompagne ses clients sur leurs projets de transformation digitale. L'objectif est d'assurer des systèmes performants, durables et adaptés aux enjeux des clients. On va en parler tout au long de l'interview. Alexandre, on commence toujours un petit peu par la partie dirigeant. Ce que tu es. Pour commencer, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te présenterais sans parler de l'entreprise ? Donc Alexandre, j'ai 38 ans. Je suis lyonnais, je dirige une entreprise du service numérique. J'ai grandi à Bron, donc une commune limitrophe de Lyon. Je dirais que j'ai toujours été quelqu'un depuis la plus jeune enfance, de très curieux, très actif, voire même peut-être parfois turbulent, mais avec un goût très prononcé pour le sport, et notamment le sport collectif. Et je dirais même d'ailleurs que ça a en grande partie construit l'homme que je suis aujourd'hui. Ouais. Si tu devais retracer ton parcours en quelques étapes clés, lesquelles ont vraiment compté pour toi ? Eh bien, du coup, naturellement, je dirais le vrai marqueur, c'est le sport collectif. C'est assez incroyable, en fait, ce milieu où en fait, on évolue avec des gens issus de plein de milieux sociaux différents, avec voilà, des prismes, des regards, des goûts, des envies, et même une réalisation même du jeu bien différente de ce que l'on peut avoir. Et pourtant, on arrive à se réunir tous autour d'un objectif commun. Et ça, c'est passionnant. Donc, c'est arriver à unir des gens qui viennent de milieux différents, et pourtant, on met tout ça de côté et on avance dans le même sens. Tu faisais quel sport collectif ? Beaucoup de football. Et après, j'adore aussi pratiquer un peu de rugby, basket, etc., du hand, et un peu de sport individuel, mais le sport collectif m'a toujours beaucoup plus attiré. Ouais. Et ensuite, d'autres étapes clés ? Ouais, donc là, je dirais plutôt c'est tout ce qui a trait au parcours scolaire. Je n'ai pas eu un parcours linéaire, j'ai toujours eu le goût de comprendre un petit peu tout ce qui compose le monde d'une entreprise. Avec cette idée de se dire, ok, je suis pas forcément un expert sur un domaine, par contre j'arrive à comprendre les dépendances de chacun, et je pense que c'est ça qui crée la vraie force. Donc j'ai fait du 3, de l'éco, de la gestion, du marketing et de la com, donc là je peux pas être plus agnostique que ça. Néanmoins aujourd'hui, je pense dans mon rôle de dirigeant actuel, ça me permet d'avoir un regard un peu 360 pour comprendre les enjeux de chacun, et d'arriver, je pense, à poser les bonnes questions, comprendre les besoins de chacun. Donc c'est comme ça aussi que derrière on peut être capable d'embarquer le plus grand nombre. Est-ce qu'il y a eu un moment où ton parcours aurait pu prendre une tournure, une direction totalement différente ? Oui, clairement, au travers du sport. Étant donné que c'est une passion, naturellement, on se tourne vers ce qu'on aime faire. Après, l'expérience de vie a fait que j'ai pu aussi me confronter à d'autres environnements. Et donc, j'ai commencé chez Decathlon. Chez Decathlon, c'est merveilleux, ça associe le sport et le commerce. Donc, à travers cette très belle entreprise, d'ailleurs, j'ai découvert effectivement l'association de valeurs, de performance et de business. Donc, très vite, il y avait cette partie un peu B2C. Mais finalement, petit à petit, je me suis plutôt orienté vers du B2B, donc du conseil en entreprise, pour une raison assez simple.
c'est que pour répondre aux enjeux business, avec les enjeux technologiques, on est constamment en train de se réinventer. Se réinventer pour adresser mieux le marché, pour proposer les meilleures solutions, etc. Et donc, dans mon parcours, j'ai découvert aussi, un peu par hasard, des gens qui travaillaient sur les services de Google, ce qui m'a permis effectivement de faire une bascule de Decathlon à Geolid, en l'occurrence. Et là, effectivement, c'était une profondeur du B2B, où tu es confronté à des secteurs d'activité très différents, voilà, de l'industrie, du retail, du service, etc. Et donc là, ça développe chez toi aussi encore plus ce goût de comprendre le besoin, qui est bien différent parce que tu as aussi des maturités différentes sur les outils technologiques. Et du coup, ce besoin de s'adapter en permanence, c'est ce qui a fait la bascule parce que je trouvais que c'était hyper challengeant, quoi. Tu es obligé de te confronter quand même et de te mettre à niveau à chaque fois de tes interlocuteurs. C'est pas eux qui doivent se mettre à niveau de ton discours, c'est toi qui dois adapter ton discours à eux. Donc ça, c'est passionnant et je pense que c'est ce qui a développé un peu ce goût-là, du commerce. Ensuite, pour parler un petit peu de la construction du dirigeant, donc de ce que tu es, est-ce qu'il y a un moment fondateur qui a le plus influencé ta manière de diriger aujourd'hui? Alors, je pense que je suis un dirigeant de bon sens. J'ai pas théorisé au départ. Finalement, c'est aussi par l'apprentissage, les réalisations et dans l'échec en fait qu'on se construit. Bien sûr. L'élément fondateur, ça a été ma première expérience en ESN. Alors, déjà, on démarre dans ce secteur-là, on est forcément junior dans le métier, dans l'entreprise et même parfois dans l'âge. Et vous arrivez dans un contexte intéressant, parce que c'est vraiment des relations triparties, puisque vous devez convaincre à la fois le client que votre solution, les moyens alloués sont les bons, vous devez convaincre votre consultant, votre collaborateur que c'est la bonne mission, et être en phase avec les enjeux et la stratégie de l'entreprise. Donc, il faut toujours relier ces 3 points et faire qu'est-ce qui unit tout le monde finalement pour qu'on embarque tout le monde dans le même sens. Et bien souvent, c'est des éléments très concrets et très factuels. Donc, il faut toujours remettre le sens comme socle de décision, si je puis dire. Par exemple, des éléments très concrets, très factuels. Je dirais comprendre les enjeux de chacun, donc la clarté des attentes. Quelles sont leurs attentes, la transparence des critères, la lisibilité des trajectoires, c'est la base, c'est le socle de base en fait réellement pour avancer. J'ai connu des expériences où ça peut être hyper frustrant. Vous avez mis 90% des moyens, vous arrivez vers ce moment où justement vous allez conclure le deal et finalement ça tombe à l'eau. Et là, c'est simple, c'est que souvent vous n'avez pas verrouillé des choses en amont. Vous avez été happé en fait par cette trajectoire, vous avez loupé des étapes clés que vous n'avez pas validées, et paf, ça tombe au dernier moment. Donc une nouvelle fois, il faut revenir en arrière, reprendre le socle, est-ce qu'on a validé point par point pour aller au bout. Et pourquoi tu as choisi ce secteur au départ? Tu as un peu répondu tout à l'heure, mais... Alors déjà, moi je suis un enfant des années 80-90, donc forcément j'ai baigné dans le début du monde informatique et des jeux vidéo, et je pense que très vite j'ai eu ce goût de savoir comment ça marche derrière. Comment elle marche la techno? Comment ça fait pour fonctionner? Comment j'arrive à jouer à Mario Kart? C'est incroyable. Donc forcément, ça m'a orienté naturellement vers le monde du numérique et du digital. Mais je pense aussi que ça passe par des rencontres. Et notamment, moi, c'est passé par des anciennes connaissances dans le cadre de mes études qui avaient rejoint justement une société qui proposait des services et des solutions Google. Et donc, je me dis, mais attends, c'est incroyable ton truc. Tu construis des solutions, tu proposes des solutions justement pour améliorer la visibilité et le taux de transformation de tes clients. Et je trouvais ça hyper intéressant d'associer finalement la technologie à un besoin. Donc, j'ai foncé, je me suis éclaté. C'est génial. Quel apprentissage personnel t'as le plus transformé récemment? Je dirais que c'est la patience. Pour la raison suivante. En fait, on est dans un monde où les technologies, elles évoluent très vite. Donc, on est tout le temps confronté à devoir se mettre à jour au niveau technologique des nouveautés qui sortent pour répondre aux besoins, aux actualités, répondre aux besoins business, bien entendu. Et pourtant, c'est absolument nécessaire d'avoir une prise de recul
pour être sûr qu'on fait le bon choix. Alors que la technologie vous attire à vous dire il faut y aller maintenant, quoi. Le marché n'attend pas. Et ces temps de patience, ils sont nécessaires pour construire quelque chose de stable et durable. C'est un peu comme une vision, si vous voulez. Quand je suis arrivé chez Agap2 IT, je suis arrivé forcément avec une vision que j'ai pu découvrir dans d'autres entités. Et j'arrive à une ADN déjà établie. Et donc, il faut être en capacité de faire comprendre que le marché impose cette vision-là et que ce qu'on a déjà d'existant, faut l'amener petit à petit et le déplacer pour aller dans la bonne direction. Donc, c'est jamais simple en plus quand il y a des choses qui sont bien établies, bien ancrées. Mais à partir du moment où vous avez défini un cadre clair, une vision claire, et moi j'adore m'appuyer sur la data, parce que la data c'est factuel, là je pense que vous avez déjà quelque chose d'assez solide ensuite sur lequel travailler et embarquer. Pour parler un petit peu de ta posture, ton leadership, ta manière d'être, de te comporter avec les gens qui t'entourent, comment tu définirais ta façon de travailler avec les équipes ? Je dirais que mon rôle n'est pas de juger les individus. Mon job, c'est de définir un cadre clair, précis, dans lequel ils peuvent s'exprimer. Une fois qu'on a défini une vision, on a défini un socle commun, basé sur de la data, sur des faits, naturellement, c'est beaucoup plus facile d'embarquer. Ensuite, c'est de veiller en permanence à ce que le cadre du jeu soit respecté. Donc, pour ça, il faut répéter inlassablement, mais il faut faire en sorte aussi de simplifier les actions du quotidien pour qu'elles deviennent réalisables. En quelque sorte, je ne suis pas responsable des performances individuelles des équipes. Par contre, je suis totalement responsable des règles du jeu qui ont été définies. Oui, des performances globales, des performances de groupe. Exactement. Donc, il faut simplifier la complexité pour permettre d'embarquer tout le monde et de s'inscrire dans la durée. Et qu'est-ce que tu attends de tes collaborateurs ? Clairement, de la liberté et de la responsabilité. C'est hyper important. Une fois qu'on a un cadre clair, peu importe les moyens finalement qui sont alloués, donc ça passe par un management au résultat. Si effectivement le résultat n'est pas atteint, eh bien c'est à ce moment-là qu'on va regarder qu'est-ce qui a cloché. Pourquoi on n'est pas arrivé jusqu'ici ? Qu'est-ce qui a fait que le cadre manquait de clarté pour que tout le monde y arrive ? Est-ce que c'est comment collectivement on s'est loupé ? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Donc laissons les équipes faire, laissons-les être responsables en fait. Et ensuite, on regardera dans le détail si on n'a pas atteint l'objectif. Alors, combien de personnes aujourd'hui tu diriges ? Bien, aujourd'hui, j'ai une trentaine de managers donc qui managent eux-mêmes des équipes localement parlant sur l'ensemble du territoire. Donc des managers qui font décomposés en deux parties. Une partie plutôt allouée au commerce et une autre plutôt dédiée au recrutement et aux ressources humaines. Et alors, pour revenir sur toi, sur ce que tu es, quel est ton plus gros biais ou angle mort selon toi en tant que dirigeant ? La plus grosse difficulté, clairement, c'est la vitesse. Le fait d'être amené justement à vouloir accélérer parce qu'on a l'impression que le besoin, le marché le veut. Et c'est là où on est amené à faire des erreurs. Donc, une des choses qui est vraiment la plus importante, c'est qu'une fois qu'on a défini une vision, c'est de s'y tenir. Continuer à fixer le cap et ne pas céder à la première tentation, à la première tension. C'est d'ailleurs quelque chose qui est stimulante dans ce job. C'est de se dire, on a défini une vision sur le long terme et pour autant, les résultats, ils ne sont pas immédiats. Les résultats humains, les moyens, les technologies, etc. Et il faut réussir à tenir ce cap dans la durée. Donc c'est pour ça qu'il faut répéter régulièrement et simplifier l'exercice, simplifier le terrain de jeu. C'est pas évident, hein, la patience, ce qu'on disait tout à l'heure. Et comment tu t'organises pour corriger, pour améliorer ça ? Tout est une question d'accès à l'information et d'échange. Je consulte très régulièrement nos équipes marketing en l'occurrence, mais également de la veille technologique sur différents supports, différents médias. Et bien entendu, peut-être le plus important, c'est le retour terrain, le retour des équipes qui sont au contact des opérations. Donc à la fois nos clients, nos partenaires technologiques et surtout nos consultants. D'accord.
Et sur ton rapport, j'ai appelé ça le rapport intime au rôle de dirigeant. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu es devenu dirigeant? Parce qu'on s'attend souvent à plein de choses, on imagine plein de choses. Toi, qu'est-ce qui t'a le plus étonné quand tu es devenu vraiment dirigeant? Ce qui est le plus surprenant, c'est le poids des décisions qui ne sont pas tout de suite, du coup, vérifiables. Donc, vous mettez en place des choses et le résultat viendra un peu plus tard. Pourtant, il faut maintenir ce cap-là. Donc pour C'est toi, un peu ce qu'on se disait. c'est ça la partie la plus difficile à assumer dans ton rôle. Ouais, il faut assumer les conséquences demain. Pour revenir sur toi, sur qui tu es en tant que dirigeant, quel est ton plus gros biais ou angle mort en tant que dirigeant? C'est la vitesse, clairement. Dans un marché qui évolue très vite, où les technologies évoluent très vite, les lois, les normes, les compétences, elles n'évoluent pas aussi vite que les technologies. Donc il faut arriver à se mettre à niveau et surtout veiller à ne pas confondre la vitesse et la précipitation. Sans acquis solide, on n'avance pas et ensuite ça s'écroule. Et comment tu t'organises pour corriger tout ça? Comment tu fais? Je dirais avec beaucoup de mise en perspective qui passe par des échanges avec nos équipes marketing, avec d'autres dirigeants, des confrères, des clients, des partenaires, mais surtout le terrain. Concrètement, nos équipes, à quoi elles sont confrontées opérationnellement au quotidien. Et là, on capte vraiment ce qu'il se passe. Vous avez des retours et vous essayez d'adapter après. C'est justement un point très important de développer cette culture du feedback. La culture du feedback, elle est essentielle dans une organisation qui se veut saine. Bien sûr. Le sens critique des choses, qui peut être basé d'ailleurs soit sur des faits, soit d'ailleurs sur des ressentis, qui peuvent être interprétables. Mais en tout cas, un ressenti, c'est forcément une émotion négative d'un besoin non assouvi, j'ai envie de dire. Donc il faut arriver à prendre ce temps, c'est absolument nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Et alors, qu'est-ce que tu ne fais plus aujourd'hui, alors que tu pensais que c'était vraiment indispensable au début? Je dirais la volonté d'être partout. Au début, on a l'impression d'avoir un besoin de contrôle, de garantir que tout fonctionne, de tout regarder dans le détail. C'est une erreur. Et justement, ça passe par le fait de responsabiliser les équipes, les rendre libres. Plus elles sont libres, plus elles sont autonomes, plus elles grandissent. Et plus nous aussi, on se met en lecture d'un tout. Donc, il faut vérifier que le tout fonctionne. Et qu'est-ce que tu refuses catégoriquement de sacrifier? Le temps de la réflexion. Le temps de la réflexion. Et une nouvelle fois, tout va très vite. Si on ne prend pas le temps de se renseigner, on prend les mauvaises décisions. Donc, moi, je suis un gros fan de podcasts. J'adore notamment Génération Do It Yourself. J'écoute régulièrement d'autres dirigeants de différents secteurs d'ailleurs d'activité. C'est inspirant. Je trouve que c'est inspirant aussi dans la manière d'appréhender des problèmes, de définir une vision. Donc une nouvelle fois, c'est aussi cette curiosité de l'échange, de l'écoute pour capitaliser un max de savoir et ensuite être capable de s'approprier et de prendre les bonnes décisions. Alors pour entrer dans le vif du sujet, dans l'entreprise, quel est le problème concret que vous résolvez aujourd'hui pour vos clients? Avant tout, il faut rappeler ce que c'est qu'une ESN, une entreprise du service numérique. Donc notre métier, c'est de mettre à disposition des moyens, une personne, pour accompagner nos clients pour réaliser un projet d'ordre technologique. On va se projeter, on va donner un exemple. Imaginons une entreprise qui souhaite sortir une application. Donc ils ont déjà l'idée, ils ont déjà en tête la date de sortie, mais le véritable problème, c'est l'alignement des équipes et le rythme. Pourquoi? Parce que vous avez une équipe business qui veut sortir rapidement le produit, pourtant est-il bien aligné en interne? Est-ce que les objectifs sont bien définis? Est-ce que les équipes ont bien été mobilisées? Et est-ce qu'on a bien analysé ce qui se passait sur le terrain? Donc en fait, ce décalage de rythme entre des équipes business qui veulent aller vite et une direction des systèmes d'information qui, elle, est très orientée sur le fait de sécuriser, cadrer pour livrer proprement, peut créer effectivement cette disparité. Un très bon exemple dans ce secteur, c'est ce qu'on appelle le shadow IT. Vous avez des métiers qui, eux, vont développer un outil
pour accélérer et répondre rapidement au business, sans passer par la direction des systèmes d'information. Alors, ce n'est pas un problème de discipline, c'est simplement un problème de temps. Le business veut sortir rapidement le produit, il n'a pas pris le temps de s'aligner avec sa direction des systèmes d'information. Et c'est là que l'on intervient, pour cadrer ces sujets-là. Donc le problème est rarement d'ailleurs un problème technologique, il est plutôt un problème humain. Alors pour parler de la solution concrètement, si tu devais expliquer votre approche à quelqu'un qui n'y connaît rien de manière assez simple. Ouais. Alors la mise à disposition de compétences pour nos clients, elle est sur différents domaines technologiques chez Agap2IT, à la fois sur la partie infrastructure and cloud, une sur la partie développement et application et une autre sur la data. Ça, c'est les socles de base que l'on retrouve dans toute organisation. Puis autour de ça gravite tout ce qui est relatif à la cybersécurité, l'intelligence artificielle et la gestion de projets. La vision que l'on porte auprès de nos clients est la suivante. IT for Business et collaborateur centrique. IT for Business, avec l'idée de se dire qu'aujourd'hui, les clients, ce qu'ils attendent de notre part, c'est qu'on soit capable d'accompagner leur direction des systèmes d'information pour leur fournir des services IT et digitaux qui vont leur permettre de faire croître leur business premier. L'autre partie, collaborateur centrique, c'est l'idée de se dire que c'est le collaborateur qui est au centre du jeu, celui qui porte l'expertise, celui qui est capable de faire la différence dans le projet du client et de lui livrer sa solution. Donc, on investit énormément chez Agap2IT sur la formation, la certification, les moyens alloués par les tech leaders, donc ces leaders des domaines technologiques que je vous ai cités, pour embarquer toute une communauté qui est animée par des retours d'expérience client, des RETEX comme on parle chez nous, des réunions d'animation technologique, et tout ça contribue justement à avoir une offre assez solide puisqu'elle est proche du terrain et elle est portée par des experts qui se mettent à jour sur l'ensemble des évolutions technologiques. Quel est le bénéfice le plus immédiat pour vos clients ? Le bénéfice le plus immédiat pour nos clients, c'est la lisibilité. Très vite, nos clients savent exactement ce qu'ils achètent, puisqu'on audite, donc on fait un état des lieux, et ensuite on va s'engager sur un résultat. Tout ça alimenté par de la mesure de la performance, avec les bons KPI, les bonnes évaluations, pour leur donner clé en main la mesure d'un résultat. Bon, concrètement, ça va éviter des réunions où tout le monde est autour de la table et ne savent pas où on en est, est-ce que c'est réussi, est-ce que c'est échoué. Donc, l'accès à Agap2IT, c'est de bénéficier de l'ensemble en fait, de l'expertise que compose le groupe. Et je pense réellement que ça nous permet de passer d'une relation de prestataire à une relation de partenaire. Ils n'achètent pas seulement une prestation intellectuelle de service, ils achètent aussi toute l'expertise qu'il y a autour portée par nos autres collaborateurs. Et c'est quoi le bénéfice auquel ils ne s'attendaient pas forcément ? C'est peut-être ce lien ? C'est la relation, ouais. La relation de partenaires qui se tisse. C'est pour ça qu'on est très présent sur l'ensemble du territoire, parce que cette proximité de terrain est essentielle pour capter un petit peu justement tout ce qui n'apparaît pas de prime abord. Quand je vous dis étudier le terrain, les retours terrain, c'est vraiment ça. C'est le fait qu'on ait des experts sur site client peuvent aussi interpréter d'autres choses qui ne ressortent pas au début. Qu'en fait, finalement, ce n'est pas un problème technologique, c'est plutôt un problème humain derrière tout ça. Et ça, l'IA ne peut pas le faire. L'IA ne peut pas le faire, tout à fait Audrey, c'est exactement ça. Est-ce que tu peux nous partager un exemple concret d'un client pour qui votre approche a eu un impact vraiment important, mesurable ? Je vais te donner un exemple très concret. On accompagne un grand industriel du nucléaire français sur des équipements critiques, utilisés sur des sites sensibles. Le problème, c'est que certains ordinateurs ont 20-30 ans. Ils ne peuvent pas être coupés, or on doit les mettre à jour. La réponse facile serait de dire finalement, ok, on coupe tout, parce qu'on a reconstruit à côté, on débranche, on rebranche. Ça ne marche pas comme ça, c'est pas possible, c'est trop risqué. Les délais seraient trop longs, ce serait trop cher. Bref, donc notre approche, elle est d'auditer. Donc on regarde, on va dire, les équipements un par un, on isole éventuellement, on renforce, on surveille en permanence, et ça nous permet, ça leur a permis effectivement d'avoir un parc informatique sécurisé. Et du coup, alors oui, c'est pas spectaculaire, n'empêche
que c'est clairement du numérique utile. En combien de temps, par exemple, là, ils observent vraiment des résultats 6 mois. Ah, ok. Entre la phase d'audit et la phase de livraison, 6 mois. Et pour parler un peu plus du contexte et de l'actualité à Gap de Haïti, pourquoi votre approche est particulièrement pertinente aujourd'hui, en 2026 ? Parce qu'ils peuvent s'inscrire dans la durée, dans un marché qui est hyper réactif. Les technologies, une nouvelle fois, avancent très vite. Plus que jamais, les tensions économiques nécessitent de la rentabilité, de la prévisibilité des coûts. Donc, on se doit de s'engager sur des KPI et leur offrir de la lisibilité. Qu'est-ce qui a changé récemment dans votre industrie, dans votre marché ? Forcément, je vais vous parler de l'intelligence artificielle, bien entendu, l'IA. Je dirais que ça va tellement vite qu'il faut se préparer aux prochaines années. Et une ESN dans 5 ans, pour moi même, ce serait une ESN qui a reconfiguré les rôles. Donc l'IA ne doit pas être un alibi. En fait, l'IA doit venir en support des fonctions existantes. Elle ne va pas décider à notre place. C'est un outil complémentaire qui va nous permettre demain de délivrer. Donc il faut l'utiliser comme un levier de valeur. C'est vraiment ça l'idée. Une phrase que j'adore partager à mes équipes, c'est que l'IA peut faire beaucoup de choses, mais elle ne peut pas remplacer une poignée de main. Et c'est très vrai, l'IA ne pourra jamais aujourd'hui comprendre réellement une problématique métier. Elle ne pourra jamais réellement interpréter des problématiques humaines au sein d'un projet. Ouais, bien sûr. Donc l'ESN performante de demain, c'est vraiment l'ESN qui aura su prendre à sa charge l'IA pour déployer des services en complément de l'existant. Donc c'est finalement un petit peu le wording, c'est upskiller, upgrader finalement. Et tu as une évolution ou un projet dont tu es vraiment fier en ce moment et tu voudrais nous le partager ? Oui, clairement, c'est tout le modèle d'expertise que l'on a structuré. Aujourd'hui, l'expertise de la Gap de Haïti, elle est portée par des tech leaders. Les tech leaders, ce sont des consultants qui ont un haut niveau d'expertise et qui sont les garants d'une expertise technologique. Donc de ce fait, ça reprend ce qu'on se disait tout à l'heure, nos clients passent d'une relation de prestataire à partenaire parce qu'en nous consultant, ils n'achètent pas seulement finalement un moyen, une compétence, ils achètent aussi tout l'univers derrière des Gap de Haïti, c'est-à-dire des consultants qui sont dotés d'expérience, qui participent à des retours d'expérience client, on appelle ça des RETEC, qui animent des réunions d'ordre technologique, qui sont confrontés très régulièrement aux prescripteurs et leaders du secteur des technologies de l'information. Donc ça vient justement en renfort sur chacun des projets et chacune de nos livraisons, si je puis dire. Et bien pour conclure, est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui hésite entre faire un choix important dans sa vie ou sa carrière ? Le conseil, c'est que le choix parfait n'existe absolument pas. C'est pas possible. J'adore ce concept de se dire qu'il y a ce que la vie t'a donné, il y a ce que tu en fais. Donc faites des choix, parce que de toute façon, faire des choix, ça marche ou c'est un échec. En tout cas, si tu as essayé, ça reste de l'expérience. Et d'ailleurs, dans le groupe, il y a une phrase très forte qui est très souvent dite par l'ensemble des dirigeants. On ne vous reprochera jamais d'avoir essayé. Par contre, on peut vous reprocher de n'avoir rien fait. Ça, c'est clair, ouais. Et est-ce que, à quoi toi tu fais le plus attention aujourd'hui dans les décisions que tu prends ? La cohérence et le sens. Aujourd'hui, entre ce que je vais dire, ce que je vais faire, ce que je vais mettre à disposition, c'est comme ça que la confiance se gagne. Donc il faut toujours respecter ce cadre-là. Donc c'est un devoir d'exemplarité et d'exigence, ouais. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui ? Ce que je suis le plus fier, c'est d'avoir déployé, on va dire, un modèle, une vision tournée autour de l'expertise qui permet à Gap de Haïti aujourd'hui de pouvoir être consulté par des clients autour de problématiques technologiques majeures. Donc ça, je suis très fier d'avoir contribué à ça et de voir au quotidien mes équipes monter sur des sujets très structurants, très impactants pour nos clients. Et si les gens devaient retenir une seule phrase, une seule idée de votre entreprise, ce serait laquelle ?
que bien entendu, on peut les accompagner sur des montées de charges, des pics de besoin en renfort d'un projet, oui. Mais on est surtout capable d'accompagner un client de bout en bout sur son projet. Donc de la phase de cadrage jusqu'à la réalisation et lui remettre le service clé en main. Du début à la fin. Ouais, Il y a un accompagnement complet. Merci beaucoup Alexandre Thievenaz. Merci Audrey Berthaud. Merci pour ce bel échange. Et nous, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode de Sans filtre. À bientôt.